Ok. Donc là, on attaque la dernière partie qui concerne la gestion de la charge de la part de l'entraîneur. Et lors de l'approche d'une compétition, eh bien, il est nécessaire d'adapter la charge d'entraînement pour essayer d'obtenir une performance optimale. On va voir plus en détail en quoi cela consiste et comment nous allons faire, mais ça porte le nom d'affûtage. Alors l'affûtage, elle a été définie comme une diminution de la charge d'entraînement afin de diminuer le stress physiologique et psychologique, d'accord, importance, lié à l'entraînement quotidien, et dont l'objectif final est d'optimiser la performance sportive. Donc on va moduler la charge imposée, la charge externe et la charge interne, pour favoriser les adaptations positives et minimiser les adaptations négatives. Pour ce faire, on repart de notre principe. Et l'affûtage, de notre schéma de base, et l'affûtage, eh bien, il va se situer à ce niveau-ci. Donc on avait la récupération pour favoriser la performance qui était juste ici. L'affûtage, c'est la modulation de la charge d'entraînement. Alors là, la charge d'entraînement, on va retourner sur la définition un petit peu classique, puisqu'on va la moduler selon trois choses. On peut la moduler selon trois éléments. On peut moduler l'intensité, le volume et la fréquence d'entraînement. Que va-t-il se passer si je module l'intensité de l'exercice? Là, ce sont des méta-analyses qui ont été réalisées par Laurent Bosquet de l'Université de Poitiers et avec Inigo Mujica qui ont étudié pas mal le modèle d'affûtage justement. Et donc là, ils ont cumulé des études pour voir finalement l'effet sur la performance lorsque l'on modifiait l'intensité dans la charge d'entraînement. Et qu'observe-t-on? Eh bien, on observe que les gains de performance sont meilleurs lorsque je ne modifie pas l'intensité. Donc, lorsque je fais un affûtage, j'ai tout intérêt à maintenir une certaine intensité dans l'exercice, dans les exercices proposés. D'accord? A priori. Que se passe-t-il si je modifie le volume? Je dois modifier la charge, mais la charge, je peux la modifier par le volume. Si je modifie très peu mon volume d'entraînement, l'effet, il n'est pas terrible. Si j'augmente la proportion de diminution de volume, on constate que l'effet, a priori, est de plus en plus grand. Et que, entre 40 et 60% de diminution, entre une diminution de 40 à 60%, eh bien, c'est là que j'observe les gains en performance les plus significatifs. Donc, ma charge, essentiellement, doit être modifiée sur base d'un changement en termes de volume d'entraînement. Donc, je diminue ma charge, a priori, par le volume. Est-ce que diminuer le nombre d'entraînements va avoir un impact? Là, les résultats obtenus sont assez divergents, c'est-à-dire que j'ai un effet si je diminue et j'ai un effet si je ne diminue pas. Ce qui nous ferait pencher le plus possible vers un maintien de la fréquence des entraînements, ce sont les barres d'erreur ici. C'est-à-dire que j'ai un gain, mais il semble plus concentré. Donc, c'est-à-dire que l'effet, a priori, semble un peu plus fiable que lorsque je ne modifie pas. Mais on pourrait très bien envisager, lorsque je modifie, on pourrait très bien envisager de modifier la fréquence d'entraînement en la réduisant. D'accord? Mais là, l'effet est plus variable. Donc, la tendance, la ligne de conduite que l'on va avancer, c'est peut-être de dire, OK, on va quand même essayer de maintenir une certaine fréquence d'entraînement proche de la fréquence d'entraînement habituelle. Voici le schéma qui va représenter l'affûtage type, entre guillemets, et les grandes caractéristiques de l'affûtage. Donc vous avez ici le pourcentage de l'entraînement normal, un certain nombre de jours d'affûtage,
et vous avez des méthodes différentes. Soit, puisqu'on a vu qu'on allait essentiellement travailler sur le volume, tout en maintenant la fréquence d'entraînement et l'intensité. Donc vous avez votre volume d'entraînement qui est normal ici. Soit je réduis d'un coup de manière brutale, soit je réduis de manière linéaire, ou alors je réduis de manière progressive lentement, ou de manière progressive rapidement. Qu'est-ce qu'il semble le plus intéressant dans ce cas-ci? Oula, désolé. Zarkadas ici a proposé une analyse de la performance avec ces différents modes de réduction du volume. Et donc, après 10 jours d'affûtage chez des triathlètes, il a analysé les améliorations en course à pied et l'amélioration de la puissance sur vélo en cyclo-ergomètre. Et on constate qu'on obtient, avec les deux types d'affûtage présentés ici, des effets. D'accord ? Donc, affûtage progressif linéaire et affûtage par rupture, diminution brutale. Les effets semblent a priori plus intéressants au niveau d'une diminution du volume progressif. Deuxième partie de l'étude, c'est de voir si la diminution du volume progressif se fait rapidement ou plutôt plus lentement, donc selon un modèle plutôt exponentiel. Et là, on constate que les gains sont a priori plus performants lorsque je fais une réduction rapide du volume. Donc a priori, sur base de ces études-là, c'est vers ce modèle-là qu'il serait plus intéressant d'évoluer. Quelle est la durée d'un affûtage? Ben là, elle va être très variable. Elle va être variable d'une discipline à l'autre, mais aussi au sein même d'une même discipline, elle peut être variable d'un individu à l'autre. Donc là, il est important de tester avec son athlète quelle est la durée d'affûtage qui convient le mieux. Il y a quelques pistes, néanmoins, des papiers qui montrent que chez des athlètes d'endurance, en cyclisme et en triathlon, on a des durées qui peuvent varier de 4 à 14 jours. Je connais des athlètes, des triathlètes qui ont besoin de presque 15 jours pour récupérer un état de forme optimal et maximiser les adaptations, alors que d'autres, en 5-6 jours, c'est bon. Sinon, c'est trop long, ils tergiversent aussi, et c'est pas bon. Donc là, ça dépend énormément des athlètes. Course à pied, 6 à 7 jours. Discipline de force, une dizaine de jours. Les nageurs, essentiellement des sprinteurs dans ce cas-là, entre 10 à 28 jours. Là, il faut bien calculer son coût. Et il faut bien l'expérimenter au préalable avec votre athlète. Ce qu'il est important, c'est qu'il faut déterminer de manière individuelle cette période d'affûtage, puisque la durée va énormément conditionner l'état de forme de votre athlète. Exemple rapide de ce qui a été fait et de ce qui est possible d'obtenir avec ces méthodes d'affûtage. Donc ça, on a eu l'occasion de suivre un nageur de haut niveau au CAPS pendant une période tout à fait définie, entre août 2011 et décembre 2011. Qu'a-t-on fait? Eh bien, on a monitoré la charge d'entraînement et on a vérifié les périodes d'affûtage. Et donc, vous avez ici la fréquence d'entraînement. Vous voyez que globalement, la fréquence d'entraînement restait stable, entre 6 et 7 entraînements par semaine, uniquement en natation. Il faisait autre chose après. Mais on a tenu compte ici uniquement de la natation. Vous aviez l'intensité qui était exprimée par une charge interne, les RPE, d'accord? Et ici, le volume. Et vous voyez que on avait une certaine concordance entre le volume imposé, donc la charge externe, d'accord, et la charge interne de l'athlète, avec une variation hebdomadaire, d'accord. Donc vous voyez que là vous aviez la reprise en août, il a fait ce qu'on a dit, il a touché l'eau, il s'est entraîné 2-3 fois tranquillement, puis après il a commencé sérieusement, d'accord. Et puis alternance de charge lourde, charge
plus faible. Donc ça, c'est déjà un exemple de planification, d'organisation de la charge. Et on a observé qu'à 2 reprises, à 3 reprises même, on a réalisé une diminution, ici ce sont les pics qui descendent, une diminution de la charge. Pourquoi? Ça correspond à des affûtages. Affûtage, ici, si on tient compte, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, presque 3 semaines. 2 semaines et demie exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait en parallèle? On a analysé ce meilleur temps. Au mois de novembre 2008, ça c'était son meilleur temps. Donc avant de commencer la période, le meilleur temps au 100 PAP était de 51 secondes 84. Après une World Cup ici et un premier affûtage, 51-34. Réaugmentation de la charge, bloc spécifique. Championnat de Belgique, un petit peu moins bien, 51-57. On est toujours quand même en dessous de son meilleur temps. Et l'objectif final, c'était les championnats d'Europe à Shenzhen en petit bain, 50-44. Donc là, vous avez vu que la charge imposée et les périodes d'affûtage qui ont été proposées ont permis à ce moment-là de maximiser l'état de forme et de minimiser l'état de fatigue. Et on observe bien qu'au niveau de la charge interne, ici, la charge ressentie par l'athlète était la charge minimale. Il se sentait vraiment, vraiment bien à ce moment-là. Ça va? Voilà, c'est juste un petit exemple pour illustrer, sans trop rentrer dans le détail. Donc, si on veut résumer par rapport à l'affûtage, l'affûtage, c'est donc une période privilégiée pour diminuer la charge d'entraînement. On va maintenir l'intensité, un certain niveau d'intensité. On va réduire le volume et maintenir une certaine fréquence d'entraînement. La réduction de volume se fait essentiellement par une méthode exponentielle assez rapide. D'accord? Quels sont les effets attendus de cette méthode-là? Alors, on a des effets sur la force qui ont été avérés, des effets sur la puissance, l'activité neuromusculaire est améliorée, on a des facteurs hématologiques qui peuvent être améliorés, fonctions hormonales, des déterminants psychologiques également, etc., etc. Ça varie aussi un peu d'un athlète à l'autre. Oui, ok, on a des gains possibles, mais il ne faut pas espérer faire des miracles. On n'est que, entre guillemets, de 0,5 à 6% d'amélioration. On est essentiellement dans une recherche d'optimisation de l'adaptation et de minimisation de la fatigue. Donc en conclusion, je l'ai déjà évoqué avec vous, pour un affûtage optimal, l'objectif c'est de minimiser la fatigue, pour optimiser les adaptations, mais ce n'est pas chercher des adaptations supplémentaires, d'accord? Il est trop tard à cette période-là. On va donc maintenir l'intensité, diminuer le volume de l'ordre de 40 à 60%, maintenir la fréquence au moins 80% du nombre d'entraînements initiaux, et une durée qui va varier en fonction des disciplines, jusque 2 semaines, qui semble a priori être la durée optimale, et la diminution doit être progressive. Il n'y a néanmoins pas de miracle, c'est pas dans ces dernières minutes que puisque par rapport à une préparation classique, ce sont les dernières minutes avant la compétition que vous allez obtenir une majeure partie des adaptations. Il faut savoir que la différence entre une médaille d'or et être au pied du podium sur un 100 mètres, par exemple, aux Jeux Olympiques, elle ne se joue pas à 1, 2 ou 3%, mais on est en dessous de 0,5% de différence de performance. Donc, même si ça ne fait pas de miracle, cette méthode d'affûtage, ça peut amener le demi% supplémentaire qui vous permettrait d'être sur le podium ou pas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.